Une interrogation forte qui va rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure. Le premier point, c'est un salarié handicapé perd son emploi. Entre le moment où il perd son emploi et le moment où il va retrouver un emploi. Il me paraît très intéressant de donner des moyens aux structures Cap Emploi, les 107 Cap Emploi, qui sont le lien actuellement entre eux et nous, pour pouvoir les aider, ces salariés, à bâtir un projet et ainsi être moins éloignés de la réalité du terrain au moment du retour à l'emploi. Alors, comment le mettre en place, ce projet, etc. Je ne sais pas, je ne suis pas de juge. Par contre, je pense que ça serait une piste de travail, parce qu'on se rend compte, nous, dans les recrutements, que bien souvent, et ça a été évoqué tout à l'heure par M. Vitter, les gens, plus de 2 ans de chômage, etc., se retrouvent très éloignés. Même avec les efforts de formation dont on parlait tout à l'heure, etc., ça peut poser des problèmes. Ça serait bien de donner les moyens pour pouvoir faire ça. La deuxième réflexion que j'aurais, qui nous semble très importante, travailler sur l'insertion, c'est bien, et malheureusement, à un moment ou à un autre, arrivera un problème de maintien dans l'emploi. Ouais. Là, on va toucher un domaine, je l'ai découvert il y a quelques années, je ne savais pas du tout ce que c'était, très technique, qui fait intervenir beaucoup de partenaires, très long, très embêtant pour une entreprise. Très long parce que l'entreprise se doit d'aller vite. L'entreprise est perdue face à ce travail, même si elle est aidée par les SAMET. L'entreprise est un peu perdue. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'élaborer une méthodologie, sachant qu'il y en a 1001, en fonction des situations, pour que l'entreprise soit moins perdue? Parce que le risque, c'est que pour l'entreprise, il est plus facile techniquement de procéder à des licenciements pour inaptitude que de mettre en œuvre des opérations de maintien. Je pense que ça ne pourrait que accompagner encore, savoir vers qui aller. Toutes les entreprises ne savent pas qu'il faut aller vers le SAMET, toutes les entreprises ne savent pas comment réagir, toutes les entreprises n'ont pas de structure pour pouvoir le faire. Donc la solution, à un moment donné, est trop vite d'aller vers le licenciement. Vous disiez que vous aviez une interrogation aussi. Oui, j'ai une interrogation, je vais rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure. Comme vous l'avez entendu, nous sommes une grande entreprise, nous avons des collaborateurs dédiés pour travailler sur le handicap. Lorsqu'il y a un plan de soutien aussi massif que ça, il est bien évident que nous nous y inscrivons, nous le trouvons bien et nous allons travailler avec ce plan de soutien. L'interrogation que j'ai, et là je ne prêche pas pour ma paroisse, est-ce que les TPE, les PME seront suffisamment informés pour pouvoir bénéficier de ces soutiens dont ils auront peut-être plus besoin que nous, grandes entreprises, pour pouvoir le faire? C'est une interrogation, non pas une critique, une remarque, pour qu'ils puissent pleinement en bénéficier parce qu'ils sont à la limite peut-être même plus intégrateurs de salariés handicapés que nous, grandes entreprises. Monsieur Ducleux, encore que vous ayez déjà commencé d'un peu secouer le plan de relance, mais si vous aviez encore quelque chose à dire. Je crois que la première chose, ça serait de dire que je ne ressens pas dans le secteur que je connais, hein, sur la création d'activité, sur le plan d'aide, je ne ressens pas de manque déjà. Donc ça, c'est le côté positif. Bon, ouais. Je ressens un problème d'ajustement entre les différentes aides. Hein, et je voudrais dire, dans la phase expérimentale, le suivi des jeunes créateurs d'entreprise était construit, je crois, sur une base de 49 heures. Dans l'appel d'offres qui vient de se passer, là, on est sur une base en moyenne à quelque chose près de 15-16 heures. Dans ma région, c'est une régression. Voilà, c'est une régression sérieuse. Et je suis d'autant plus interrogateur qu'on est dans un contexte de crise économique. Effectivement, c'est une opportunité, entre guillemets, pour des personnes et des personnes handicapées de créer leur entreprise. Ce n'est pas forcément le contexte le plus facile pour se lancer. On constate des phases de démarrage qui sont excessivement lentes, hein, des phases d'arrivée à un seuil d'activité suffisant, qui sont très lentes, donc qui demandent, je dirais, un soutien important. Hein, et je me suis permis d'écrire quelques monographies pour mon AGFIP régional, essayant de raconter des histoires de suivi, non pas de faire des rapports quantitatifs, etc., mais de raconter des histoires. Donc j'ai interviewé 10 créateurs et pour leur demander de nous raconter comment ça s'était passé. J'ai interviewé les accompagnateurs et on s'aperçoit, quand on lit, je crois que c'est intéressant à lire, je ne sais pas si c'est bien écrit, hein, mais au moins j'ai essayé de raconter des vraies histoires, on s'aperçoit qu'il y a une dimension très importante de temps consacré à rencontrer les personnes, à parler avec eux, à parler de leurs problèmes de vie, de leurs problèmes de peur, de problèmes de décision, et que ça ne se fait pas en quelques heures. Et donc 15-16 heures réparties sur 2 ou 3 ans, ça ne correspond pas du tout, moi, à la pratique professionnelle que je connais. Donc c'est le problème d'ajustement, parce qu'au même moment, la prime a été augmentée de 1 400 €. À titre personnel, je n'aurais pas fait cet arbitrage-là. D'accord. Hein, je suis désolé, j'ai peu de temps, donc je le dis sans nuance. Deuxième peut-être élément, l'expérimentation de travailler avec des logiques de garantie d'emprunt, etc., de microassurance, a plutôt bien fonctionné sur la région Pays de la Loire. On avait un contexte particulier de partenariat entre les différents acteurs intervenants.
Je pense que c'est un élément à prendre en compte très important. Ça ne se met pas en place aussi facilement. Et je crois que là, l'AGFIP a un rôle à jouer avec d'autres grands acteurs d'incitation politique, entre guillemets, à amener les acteurs à travailler ensemble. Je pense qu'ils ont la possibilité de poser cette exigence-là. Hein, on parlait tout à l'heure de l'importance du local, hein, de ce qui se passe au niveau local. On a besoin, nous aussi, opérateurs, d'être régulés. Comme les marchés, en microéconomie, je pense qu'il y a à peu près les mêmes phénomènes. Alors, mais vous semblez les uns et les autres avoir quand même d'assez bonnes dispositions au travail ensemble, à vous écouter depuis ce matin quand même. Hein. Oui, mais dans la réalité du terrain, je pense que je ne vais apprendre rien. Oui, des fois, c'est plus nuancé que ça, et quelquefois, il y a vraiment des difficultés. Voilà. Et puis, dernier élément sur lequel je ne vais pas revenir trop longuement, qui était je l'ai approché par le côté appel d'offres, mais d'une façon positive. Je pense que ça serait intéressant. Tout à l'heure, le directeur de l'OSIS, disait qu'il était important de se parler, d'échanger nos informations et de construire des projets ensemble. Je crois beaucoup à la co-construction et je crois que, y compris lorsqu'on prépare des appels d'offres, etc., ça serait peut-être intéressant que d'une manière structurelle et non pas conjoncturelle, l'AGFIP puisse mettre en place un groupe de travail national qui, en permanence, avec les opérateurs avec lesquels ils travaillent dans les différents secteurs, puisse réfléchir à la construction des outils de demain. Voilà, et que ça puisse être une contribution permanente aux décisions que l'AGFIP a à prendre ensuite. Voilà. Alain Vittard, alors à vous de passer à la critique. Critiquer un plan nouveau avec un effort considérable, c'est quand même gênant. Donc moi je dirais plutôt, et on va le mettre en phase, donc critiquer quelque chose qui est à peine parti, je trouve ça dommage. Allez, soyez exigeants, sinon critique. Voilà, plutôt des exigences, ou plutôt des points d'amélioration. Absolument, futurs, vous avez raison, c'est une bonne façon de dire les choses. Donc, moi, ce que j'ai noté, c'est que l'essentiel des mesures qui avaient été proposées sont plus dans un axe de développement et d'engagement vers l'entreprise, plutôt que de maintien de ce qui était, à part les seniors. Je vais revenir là-dessus, car j'ai un exemple quand on s'est téléphoné, exemple concret. Je vais vous en sortir un. Je comprends bien que la GFIP travaille sur l'obligation d'emploi des entreprises pour lesquelles elle doit régler la loi du 11 février 2005. Par contre, je trouve, et je pense qu'on était sur le point d'en parler tout à l'heure déjà, que la prime au premier embauché correspond aux entreprises de 20 et plus au niveau des salariés. Mais les TPE, tout à l'heure, le directeur d'OSIS avait inscrit le mot artisanat. Souvent, les entreprises n'ont pas 20 salariés. Et elles embauchent des travailleurs handicapés. Et souvent, elles tutorent des handicapés plus lourds parce qu'elles prennent le temps et leur organisation fait qu'ils se connaissent bien et qu'ils travaillent souvent ensemble.